La Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées et ses 8 succursales est fière de vous présenter cette prochaine émission du bulletin local d'information InfoMag. La Caisse Desjardins au Cœur-des-Vallées, toujours présente dans sa communauté. Aujourd'hui à InfoMag, bilan positif du déjeuner de financement de la maison d'hébergement pour elle au Lala Bistro, un pas de plus dans le dossier de l'élargissement de la 50 et un ancien comptable de Buckingham sous les barreaux. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou. Je vous souhaite la bienvenue à votre bulletin d'information locale InfoMag. Tout d'abord, plus de 200 personnes se sont rendues au Lala Bistro dans le cadre du déjeuner de financement de la maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées mardi dernier. Malgré la pluie, l'événement s'est déroulé avec succès et près de 3 700 $ ont été amassés. Les participants avaient le choix de 3 déjeuners et pouvaient donner le montant qu'ils désiraient afin de soutenir la cause. Le thème du déjeuner, la violence conjugale n'a pas d'âge, visait à sensibiliser la population au fait que les femmes plus âgées peuvent elles aussi être victimes de ce genre de violence conjugale. La directrice générale de la maison d'hébergement pour elle, Annick Brazo, était bien heureuse de voir le restaurant plein à craquer. Voici ses commentaires. Oui, je suis vraiment contente. C'est vraiment une réussite. À chaque année, de plus en plus, les gens connaissent notre événement puis ils participent. On est vraiment contents. C'est important pour nous. On a fait exprès pour inviter tous des groupes, les cercles d'infirmières, les membres de l'AREC. On a invité différents organismes, des endroits où il y a des femmes plus âgées. Pour les... Hey, Carole, merci Carole, la sauve! Oui, c'est ça. On en a profité pour inviter ces femmes-là, pour les sensibiliser, pour les informer qu'on existait, puis on pouvait être là s'il y en avait besoin. Et l'argent qui va être amassé aujourd'hui dans le cadre de ce déjeuner de financement-là, ça va aller où directement l'argent? Bien, on va l'offrir au service aux femmes puis enfants. On va pouvoir l'utiliser pour des choses qu'on ne pourrait pas répondre habituellement. C'est pour du surplus là, dans les services. On a beaucoup de demandes dernièrement. On a eu des femmes plus âgées aussi qui demandent plus d'accompagnement. Donc, ça va nous aider à combler là, les petits déficits qu'on a eus cette année. C'est la 5e fois que l'organisme organise ce genre d'activité de financement au Lala Bistro. Une des propriétaires du restaurant, Carole Lajeunesse, a indiqué que la cause lui tenait vraiment à cœur et dit que sa mère l'a beaucoup inspirée pour la thématique. L'artiste peintre de Buckingham, Diane Fontaine, était elle aussi sur place afin de peindre un tableau qui a été tiré parmi le public. Elle nous explique ce qu'elle a peinturé sur sa toile. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ça représente quoi la toile? Bien, moi, on m'a approché justement parce que je fais beaucoup hommage à la féminité, hommage à la déesse, à la reine en chaque femme. Donc, je suis partie de rien, vraiment laisser aller, faire apparaître mon personnage. Mais j'ai penché un petit peu la tête, vu que c'est une activité de levée de fonds, ça l'amène au don, à donner, puis avec l'œil un peu fermé, un peu à l'introspection sur le sujet de la violence faite aux femmes et aux enfants, qui me tient beaucoup à cœur. La maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées tient à remercier le Lala Bistro, Diane Fontaine, ainsi que tous ceux et celles qui ont participé à l'événement. Du nouveau dans le dossier de la 50, une somme de 2,3 millions de $ vient d'être dégagée du gouvernement du Québec afin de dessiner les plans d'un premier tronçon, qui sera élargi. Le député de Papineau, Alexandre Iraca, en a fait l'annonce mardi lors de la présentation des investissements routiers 2017-2019 du ministère des Transports pour la région. Il s'agit d'une première phase d'élargissement de 7 km du secteur Buckingham vers l'est de l'autoroute en direction de Tursault. Le député a précisé qu'un délai de 18 à 24 mois sera nécessaire pour la réalisation des plans. À la mi-février, rappelons que le premier ministre Philippe Couillard avait fait la promesse que la 50 serait élargie sur toute sa longueur, un tronçon à la fois. Entre-temps, des feux de circulation seront installés à l'échangeur du chemin Lépine et des lampadaires seront ajoutés également près de ce même secteur. Un ancien comptable de Buckingham a écopé de 3 ans de prison pour avoir fraudé 4 commerces spécialisés de Gatineau entre 2007 et 2011. Daniel Labelle, 60 ans, aurait empoché plus de 500 000 $ en fraudant les sports experts de Hull et de Gatineau, l'ancien commerce Intersport d'Elmer et le magasin S3 des Promenades.
Le comptable y serait parvenu grâce à une technique très difficile à détecter et en utilisant de faux documents comptables. Il a accepté de rembourser une partie de l'argent volé dans un délai de 13 ans. En 2012, oui, l'homme avait été arrêté à la suite d'une perquisition à ses bureaux situés au 586 avenue de Buckingham et libéré par la suite sous plusieurs conditions. En plus d'agir comme comptable, Daniel Labelle a aussi été propriétaire du bar billard Élégance à Buckingham et directeur des finances du C3S de Papineau de 2005 à 2008. Les citoyens du secteur Masson-Angers ont été témoins d'une situation du moins surprenante au cours de la fin de semaine dernière. Un cône de construction orange a été enseveli dans l'asphalte à l'angle des rues Bouchard et de l'Aréna, tout près du centre Robert-Rochon. Plusieurs autres nids de poules avaient été colmatés durant cette fin de semaine-là. La Ville de Gatineau indique qu'il s'agissait d'une réparation temporaire. Le cône a finalement été retiré par l'École bleue en début de semaine. Je vous laisse entendre les précisions du porte-parole de la Ville de Gatineau, M. Jean Boileau. Il faut comprendre d'abord que cette situation-là, c'est pas dans nos façons de faire. C'est clair que cette image-là frappe l'imaginaire. Alors, c'est tout simplement un cône qui était coincé ou gelé. Et, on se souvient que samedi, il y avait des froids assez importants. Donc, les équipes des travaux publics, pensant pouvoir déglacer ce cône-là avec l'asphalte chaude, pouvoir le retirer, mais ce n'était pas possible. Ce qui fait que c'était une réparation temporaire et le cône en question a été enlevé ce matin par nos équipes. D'ailleurs, depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, il y a plus de 6000 nids de poules qui ont été réparés par nos équipes. Puis présentement, justement, on a doublé les équipes qui sont présentes sur le territoire. Il y a plus de 8 équipes qui interviennent en cette saison de dégel pour justement intervenir puis réparer les nids de poules en question. De son côté, le maire de Gatineau, Maxime Penneau-Jobin, avoue que la décision d'enterrer un cône n'était pas la meilleure, mais il croit cependant que la publication de ce genre d'histoire fait perdre de la crédibilité aux médias traditionnels. Le conseiller de Masson-Angers, Marc Carrière, a lui aussi réagi. On l'écoute. C'est triste. La raison pourquoi le cône est resté là, je suis pas capable, je suis trop gêné pour vous en parler. Maintenant, c'est plate pour le reste des cols bleus qui travaillent fort, qui croient à leur ville. Maintenant, il y a un événement qui est arrivé, l'histoire du cône, qui a fait la tour de la province, même peut-être plus large que ça. Maintenant, on va vivre avec, pourvu qu'on sorte. C'est un cas isolé, puis je le dis aussi parce que nos employés sont consciencieux, ils travaillent avec rigueur, mais dans ce cas-là, j'ai pas le choix de qualifier le travail là, de cabochon. Maintenant, ça m'appartient, mais c'est tout. Qu'on en fasse, en fait, qu'on le retienne, qu'on s'en serve maintenant pour l'avenir, mais je tiens à le dire que c'est un cas isolé. Un vol à main armée est survenu la semaine dernière à la Caisse populaire Desjardins de la rue Neuville, dans le secteur Masson-Angers. Un homme cagoulé s'est rendu au centre de service le mercredi 1er mars en fin de journée. Il s'est présenté au comptoir en indiquant être armé et a pris la fuite avec une somme d'argent indéterminée. Les policiers sont arrivés au même moment où le suspect quittait les lieux. Une poursuite à plus de 160 km/h s'en est suivie sur l'autoroute 50. L'installation d'un tapis à clous a été envisagée, mais le SPVG a dû lâcher prise en raison de la vitesse trop élevée du fuyard et des conditions météo. Il est d'ailleurs toujours recherché au moment où on se parle. Si vous détenez des informations, eh bien, on vous invite à communiquer avec le SPVG au 819-246-0222. Toujours dans le secteur Masson-Angers, le service de police a procédé à l'arrestation d'un homme de 56 ans pour possession de stupéfiants la semaine dernière. Les policiers se sont rendus au 158 rue des Samars avec un mandat de perquisition. 400 grammes de marijuana en vrac, 2 armes de chasse, des munitions et de l'équipement de culture de cannabis ont été trouvés dans la résidence. L'arrestation est le résultat d'une enquête criminelle menée à la suite d'une information reçue du public. L'individu a été libéré sous promesse de comparaître à la Cour du Québec prochainement. Les 236 syndiqués de la coopérative des paramédics de l'Outaouais vont déclencher une grève d'une durée indéterminée à compter du jeudi 9 mars à minuit. La coopérative tient cependant à rassurer la population que tous les services essentiels, comme les transports ambulanciers, ne seront pas touchés. Il y a 2 semaines, 91 % des syndiqués ont voté en faveur d'une grève. Ce sont plutôt des moyens de pression sur le gouvernement qui seront appliqués.
Par exemple, certains rapports ne seront plus remplis ou envoyés au ministère de la Santé et les stages supervisés d'étudiants ne seront plus pris en charge. Les ambulanciers n'effectueront pas non plus le lavage extérieur des véhicules et des autocollants vont y être posés. La convention collective des paramédics de l'Outaouais est échue depuis mars 2015 et les discussions avec le gouvernement Couillard se trouvent dans une impasse pour le moment. Le président de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec, M. Daniel Chouinard, nous explique la situation. En Outaouais, comme partout au Québec, les conditions de travail sont similaires partout, sauf au niveau des horaires de travail. En Outaouais, vous avez les deux types d'horaires, c'est-à-dire des types d'horaires à l'heure dans les milieux urbains, et vous avez des horaires de faction dans les endroits ruraux qu'on appelle. Alors, pour nous, c'est inacceptable. Il n'y a pas de population de seconde classe. Là. Les gens qui restent dans des villages plus petits ont droit au même service, d'avoir une ambulance qui part dans la minute. Alors, c'est pas ça qu'ils ont. Ils ont une ambulance qui part en dedans de 10 minutes. Alors, c'est inacceptable. Ça va prendre un engagement ferme du ministre de la Santé, nous disant que les conventions collectives vont être protégées, que les gens peuvent s'attendre à avoir les augmentations de salaire et d'avantages sociaux et de régime de retraite qui se donnaient dans le réseau privé, dans le réseau public, au niveau du réseau de la santé. On ne veut pas impacter non plus le service à la population. On a ça à cœur. On fait partie des services essentiels à dispenser à la population. C'est pourquoi on a soumis une liste là, de moyens d'action qu'on entend prendre dans les prochaines semaines. On change de registre. L'artiste de Buckingham, Sylvie Beauregard, invite la population à ses ateliers de peinture en groupe qui se déroulent aux 2 semaines, les jeudis de 18h à 21h. La femme, connue également sous le nom de Cibo, est installée dans son atelier boutique situé au 529 avenue de Buckingham depuis un peu plus d'1 an. Pour le moment, les ateliers ne sont dédiés qu'aux femmes de Buckingham et les environs. Cependant, Mme Beauregard prévoit organiser des rencontres pour les hommes et les couples prochainement. Elle nous explique comment se déroulent les ateliers en soirée. Alors, les ateliers de peinture en soirée, qui sont des ateliers où je fournis tout le matériel, c'est aux 2 semaines. J'ai une capacité présentement d'accueillir 18 participants et tout le monde fait le même projet. C'est un peu comme les genres de paint night qu'on rencontre à d'autres endroits. C'est principalement des femmes pour l'instant. J'ai un local extraordinaire au coin du pont. C'est éclairé, c'est beau, c'est grand. Et je suis là pour partager cet espace-là avec ceux qui ont le goût de venir vivre des ateliers. Moi, je dirais que c'est comme un lâcher-prise, c'est un laisser-aller. C'est un moment pour vivre des choses entre filles. Le but, c'est pas de faire des belles affaires. Le but, c'est d'exprimer quelque chose, c'est de se retrouver ensemble, de s'amuser. Et à la grande surprise de bien des gens qui n'avaient jamais touché à un pinceau, tout le monde repart à la fin de la soirée avec un tableau. Sylvie Beauregard, qui perfectionne son art depuis environ 4 ans, offre également des ateliers de jour et de fin de semaine. Par ailleurs, elle invite la population à venir lui rendre visite dans son commerce pour y découvrir une grande variété de papeterie et d'objets personnalisés. On l'écoute à nouveau. Moi, je fais des tableaux et j'ai développé une gamme de papeterie depuis les 3-4 dernières années, dont l'agenda Cibo, qui est un agenda de filles. J'ai des cartes de souhait, j'ai des cahiers, j'ai toutes sortes d'articles pour la cuisine, planches à découper, horloges, recueil de recettes. Je vends beaucoup de produits sur mesure, alors des tasses, de la vaisselle, toutes pièces de vaisselle, que ce soit des verres, des carafes, des bols, des assiettes, des tasses. Alors, je personnalise la vaisselle avec les messages spéciaux que les gens me demandent. Très coloré toujours, évidemment. Et j'ai aussi toutes sortes de bons cadeaux en boutique, des produits de salle de bain, des coussins, piluliers, miroirs, toutes sortes de produits et puis plusieurs autres à venir. On vous invite à visiter la page Facebook de l'artiste ou son site web au www.cibo.ca. Petit rappel pour vous dire que le changement de l'heure normale vers l'heure avancée va se faire cette fin de semaine dans la nuit du samedi 11 mars au dimanche 12 mars. Donc, à 2 heures, il sera en fait 3 heures. Et comme à chaque année, vous pouvez en profiter aussi pour vérifier l'état des piles de vos avertisseurs de fumée dans la maison. Le mois de mars 2017 marque le 13e anniversaire du mois de la prévention de la fraude. Cette campagne annuelle vise à sensibiliser et encourager tous les Canadiens
à signaler la fraude en plus de leur donner des trucs pour la détecter. Ici à Gatineau, il y a une augmentation du nombre de cas qui a été observé de 2015 à 2016. Et pour en discuter, on reçoit en studio le porte-parole du service de police de la ville de Gatineau, M. Jean-Paul Lemay. Sergent Lemay, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Super, merci d'avoir accepté notre invitation pour discuter du mois de la prévention de la fraude. Je vous permets de vous poser la question suivante en premier lieu. Quels sont les types de fraudes les plus fréquents, pas nécessairement ici à Gatineau, mais partout au Québec, au Canada? On sait que les fraudeurs sont très créatifs dans leur façon de frauder. Peut-être de plus en plus même? De plus en plus, oui. Et parce qu'il y a toujours des gens qui répondent à leur fraude. Mais ce qu'on voit présentement comme tendance, on sait que c'est le temps des impôts, alors on peut s'attendre aux fameux appels téléphoniques menaçants d'une personne, souvent c'est en anglais, je n'ai pas connaissance d'appel en français, mais où une personne se présente comme étant un agent de l'Agence de revenus du Canada et qu'on doit de l'argent et on doit payer à l'instant, toujours sur un ton menaçant. On sait que l'Agence du revenu du Canada ne procède pas de cette façon-là. Donc, si vous recevez ce genre d'appel-là, ne pas y répondre. Et les gens embarquent encore dans ce genre de fraude-là? Oui, mais on peut comprendre parce que, les impôts, l'Agence de revenus du Canada, on est des gens honnêtes, alors on ne veut pas avoir des dettes avec les impôts. Et il y a toujours... il y a la menace, mais il y a aussi l'effet de l'urgence. Alors, on doit agir, sinon il va y avoir une pénalité. Alors, il y a des gens qui sont plus vulnérables que d'autres et ils embarquent dans ce genre de menaces-là. OK. Qui sont les gens les plus, on peut dire, vulnérables? Est-ce que ce sont plus les jeunes, plus les personnes âgées? C'est assez varié, mais je pense que vous avez nommé peut-être les deux catégories de gens les plus vulnérables. Donc, chez les plus jeunes, parce qu'il y a des nouvelles choses dans la vie qu'on expérimente, et les plus âgés parce qu'ils sont justement plus vulnérables et ils veulent pas avoir de dette ou ils veulent peut-être aussi se faire un coup d'argent. Souvent, on lance une espèce de rêve. Alors, on a parlé de l'Agence de revenus du Canada, là, les fameux appels menaçants, mais il y a aussi des autocollants ou un appel où on peut faire de l'argent vite fait. Ou des cartes de crédit, l'utilisation de cartes de crédit chez les commerçants. Alors, il y a toutes sortes dans toutes les sphères de commerce, on peut être victime de fraude. Il s'agit d'être vigilant et de poser des questions. Selon des données fournies par le service de police, il y a une augmentation d'environ 170 cas de 2015 à 2016. Elle est due à quoi, cette augmentation-là, M. Lemay? On peut croire que, comme on a dit, les fraudeurs sont créatifs. Dans toutes les sphères des commerces, ça existe. Alors, parce qu'ils sont créatifs, il y a des nouvelles façons de frauder. Alors, il y a des gens qui embarquent. Donc, c'est peut-être plus facile d'être victime. Est-ce que dans la société, on fait assez de prévention, selon vous? Il y a beaucoup de prévention. Je crois que il y a aussi la responsabilité de chacun de s'informer. Je profite de l'occasion pour parler du site Internet du Centre antifraude du Canada qui est très bien fait, avec beaucoup d'informations. Et quand on parle de fraude, ça peut être un langage assez technique, mais il y a des endroits sur ce site-là où c'est vulgarisé, c'est facile à comprendre, surtout lorsqu'on parle des différentes techniques utilisées pour frauder. Il y a des pictogrammes qui, juste avec certaines images, là, on comprend très, très bien qu'est-ce qui se passe. Et quels sont les trucs que le SPVG donne à la communauté là, concernant, par exemple, les fraudes de cartes? Vous en avez parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on donne comme truc
aux gens, aux Gatinois, aux Gatinoises, pour éviter d'être victimes de ce genre de fraude? Bien, chose certaine, c'est qu'il ne faut pas céder sous la pression. Alors, ceci dit, c'est important de prendre son temps et de poser des questions. Alors, si on nous offre quelque chose qui est trop beau pour être vrai, il y a de bonnes chances que c'est justement ça, c'est trop beau pour être vrai. Ne pas hésiter à poser des questions et ne pas céder devant l'urgence. Donc, OK, on prend l'information et on met un terme à la discussion, que ce soit téléphonique ou via Internet ou même des fois, c'est du porte-à-porte. Et par la suite, on fait nos recherches. On peut consulter des personnes de confiance. On peut faire nos recherches via Internet pour essayer d'en savoir plus. Si la transaction est véritable ou pas. Mais le meilleur conseil, c'est de ne pas céder devant la pression et de prendre son temps, poser des questions. Et quelqu'un qui réalise être victime, justement, est-ce que la première chose à faire, M. Lemay? On invite les gens à signaler le tout au service de police s'ils sont victimes de fraude, s'ils sont témoins d'une activité frauduleuse sur Internet ou ailleurs. C'est de signaler le tout au Centre antifraude du Canada. En allant sur le site, il y a des onglets faciles à comprendre, comment signaler ces activités frauduleuses-là. Sergent Jean-Paul Lemay, vous êtes porte-parole du SPVG. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour parler de fraude. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Voici à l'instant les sports avec François Croteau. François Croteau, bonjour. Bonjour Mathieu. Toujours un plaisir de t'accueillir en studio. Ça va bien? Ça me fait plaisir, oui, ça va très bien. Super. Bonne nouvelle pour l'Outaouais. On est la région qui s'est la mieux ou qui s'est le plus améliorée au rendement des Jeux du Québec. Oui, on parle des Jeux d'hiver qui avaient lieu là, la semaine dernière du côté d'Alma. L'Outaouais a terminé 4e avec une récolte de 52 médailles. C'est la deuxième meilleure performance là, aux Jeux d'hiver. Pour l'équipe de l'Outaouais. C'est la Rive-Sud qui est la région championne avec 87 médailles. Il reste encore des croûtes à gagner, c'est bien. En tout cas, il faut féliciter tous les athlètes participants parce que réellement, là, ça a été quand même excellent. Et les athlètes ont contribué dans à peu près tous les sports. Là. On a eu du ski de fond, en gymnastique, en natation, judo, karaté, là, j'oublie. Mais en tout cas, félicitations à toute l'équipe. Puis il faut le souligner également, les athlètes d'Unigym ont livré une solide performance. Oui, effectivement. Il y a 18 athlètes du club qui formaient la délégation de l'Outaouais à ces mêmes Jeux. Et ils ont remporté un record de 25 médailles. C'est pas peu dire. Et naturellement, ils ont récolté la bayonnière de la région championne au niveau de la gymnastique. Ça vaut la peine de nommer, on ne peut pas tous les nommer, mais de nommer quelques-unes là, et quelques-uns qui ont bien performé. Il y a Emmanuel Lalonde et Chloé Martineau qui ont remporté la médaille d'or dans leur catégorie respective. Il y a Justine Drolet qui a remporté la première médaille de l'histoire de l'Outaouais en trampoline. Il s'agit d'une médaille de bronze. Et il faut aussi souligner la performance d'Élie Sirois, qui est devenu le plus grand médaillé de la région de l'Outaouais avec 14 médailles dans ses 4 participations aux Jeux. C'était sa dernière. Il en a remporté 4 lors de la présente édition. Alors, encore une fois, félicitations à tout le monde. Et on se revoit dans 2 ans aux Jeux du Québec d'été. Exactement. Et rien de mieux que l'excellence, encore une fois, pour l'équipe de karaté Kama. Ah oui, c'est presque une tradition, là, on peut dire. Ils sont revenus du championnat canadien il y a quelques semaines avec 27 médailles. Alors, pour les représentants là, du dojo de Germain Bisson, c'est excellent. Il y a 23 athlètes qui ont participé là, à la compétition qui se déroulait pour cette fois du côté de la ville de Québec. Donc, on était là, dans la même province et ça a l'air qu'il y avait beaucoup d'encouragement. Alors, félicitations à tous ceux qui ont participé.
Et je voudrais aussi mentionner que le fondateur et instructeur de Karaté Kama, Germain Bisson, a passé avec succès son examen pour devenir ceinture noire 7e Dan devant les examinateurs de Karaté Kama. C'est un des premiers karatékas de style Chito Ryu qui a obtenu sa 7e Dan dans ces types de karaté-là. Puis lui, dans sa grande sagesse, parce que il dit, il dit, il ne doit pas y en avoir beaucoup d'autres. Donc, ça veut dire que moi, je suis rendu pas mal vieux à ce moment-là, en voulant dire que les autres qui ont eu cet honneur-là sont décédés. Alors, des paroles philosophiques de la part de M. Bisson. Bravo, oui, évidemment. Effectivement. On parle maintenant hockey. Il n'y a pas de 3e championnat cette saison du côté des Vikings. Non, malheureusement. On sait que jeudi soir dernier, c'était le 7e match là, des cycles éliminatoires contre le Hull-Volant. Ils se sont inclinés par la marque de 2-0. Quand même un match extrêmement serré parce que les 2 buts ont été inscrits en 3e période. Donc, on souhaite quand même bonne chance au Hull-Volant pour la suite des choses en éliminatoire. Puis je rappelle que l'entraîneur-chef du Hull-Volant, Jean-Michel Chénier, qui a déjà agi là, avec les Mustangs de Gatineau. Donc, bonne chance, Jean-Michel. Et du côté des Flames, il y a des joueurs qui se sont mérités des bourses dernièrement. Oui, effectivement. Il y a Benoît Villeneuve qui a été nommé joueur étudiant de l'année. Ça lui donne une belle bourse de 1 000 $. Donc, ça vient combler les fins de mois, là, si on peut dire. Lui, s'est mérité ça grâce à ses 8 buts et 28 passes. Et il étudie en génie civil à l'Université d'Ottawa. Et il y a aussi William Blackburn qui s'est mérité là, une bourse de 500 $. L'association de soccer de Buckingham, elle repart du bon pied. Oui, et on sait que l'an dernier, Soccer Ottawa, l'Arceau n'était pas vraiment content d'eux autres. Ils ont déposé un plan de redressement avec des objectifs précis et ça va très bien. C'est grâce au travail acharné des 12 nouveaux membres du conseil d'administration et le président Alain Lauzon en est très fier. Ils viennent de rembourser les créanciers, certains créanciers par les revenus générés par le soccer d'hiver. On vise au moins 200 inscriptions pour l'été prochain et il est encore possible de s'inscrire, mais il faut faire vite. Je vous invite à aller consulter le site de soccerasb.ca pour avoir plus de détails. Et très rapidement, au curling, le Briar bat son plein. Oui, effectivement. Et c'est c'est l'équipe de Jean-Michel Ménard qui représente le Québec. Début difficile. Il avait perdu ses 2 premiers matchs, mais là, il vient d'en coller 5 en ligne. Donc, il a maintenant une fiche de 5 victoires, 2 défaites. C'est le cas de le dire. Je ne sais pas si on peut dire ça au curling, mais il est en train de brûler la glace là-bas. Écoutez, ça se déroule du côté de Saint-Jean. Je ne sais pas si c'est Nouveau-Brunswick ou Labrador. Les finales vont avoir lieu en fin de semaine, dimanche. On annonce froid, donc regardez ça à la télévision avec un bon verre de lait chaud. François Croteau, qui fait le tour des sports, merci. Hey, ça va faire plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Infomag au nom de toute l'équipe. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.